Salut Narcisse. Salut Armand. C'est un plaisir de te retrouver, de retrouver ceux qui ont maintenant pris l'habitude de suivre nos webinaires. C'est ça, Armand. Chaque début de semaine. Oui. Et aujourd'hui, nous allons parler des 12 sacrifices déterminants pour passer à la grandeur leadership. Et n'importe qui a la possibilité extraordinaire de devenir un grand leader. Bien sûr. N'importe qui a cette possibilité, et même a cette opportunité. Mais c'est que la plupart des gens, les gens ne veulent pas se sacrifier. Ils ne veulent pas se sacrifier. Oui. Et quand on parle de sacrifice, ce n'est pas forcément sacrifice utile. Ce n'est pas le fait d'accepter le suicide humain de la mort. Justement. Mais vraiment prendre ces décisions que la plupart des gens ne veulent pas prendre. Justement. Parce que, comme on dit, jusqu'à 95% des décisions qu'un président de la République, qu'un directeur général est appelé à prendre, n'importe qui peut prendre cette décision-là. Justement. Mais il y a 5 décisions, 5% de décisions restantes que personne ne veut prendre. C'est là qu'on parle de moments de vérité. Et c'est là que les grands leaders se manifestent. Justement, Emma. Et illustrent qu'ils peuvent rentrer dans l'histoire. Très bien. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui avec ceux qui ont pris l'habitude de suivre nos webinaires. Oui. Et nous allons marquer constamment ce rendez-vous pour leur apporter du contenu, de la formation, de nouveaux principes. Comme d'habitude, oui. Pour pouvoir aller de l'avant, développer leur leadership, développer leur entreprise et développer leur carrière. C'est ça, Emma. Et comme ça a été le cas, c'était immense, le programme à Dakar, Narcisse. Oui, le programme à Dakar, la dernière soirée, c'était vraiment émouvant. Oui. Et surtout avec les témoignages des participants. Absolument. Et vraiment, on ne s'en revenait pas. Et bien, effectivement, c'est vrai que nous avons travaillé, nous avons payé, on a préparé cette formation avec des cas pratiques, des outils. On ne s'est pas du tout amusé. Justement. Parce qu'il fallait aider réellement les gens à produire des résultats. Mais quand on voit les témoignages, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Moi, je ne m'y attendais pas à ce que la formation puisse impacter les gens à tel point. Quelqu'un dit, au deuxième jour, j'ai changé ma façon de faire en famille. Non, parce que ce qui était intéressant est que il y a un même qui nous a dit que on avait fait une promesse que si la première soirée il n'est pas satisfait, qu'on va le rembourser. On va le rembourser. Alors, il a dit que dès la première soirée, il était satisfait et ça l'a vraiment impacté. Et il a dit il va continuer. Absolument. Et c'est le dernier jour, la dernière soirée, qu'il nous a dit ça. Et vraiment, on était épatés. Et on a aussi eu des managers qui nous ont dit qu'ils avaient une façon de faire et que s'ils avaient suivi cette formation plus tôt, ça allait changer énormément leur façon de faire et leur façon d'être. Absolument. Quel témoignage, Monsieur Moustapha Diémé, qui est chef d'entreprise, et c'est extraordinaire, il a suivi une formation chez nous il y a 7 ans. Oui. Il n'est plus revenu. Justement. Il n'est plus revenu. Et maintenant, il est revenu. Voici ce qu'il dit. Il y a 7 ans, j'ai suivi une formation de HEC, j'ai créé 2 entreprises. Et puis j'ai coupé le pont. Je regrette d'avoir commencé tôt et de m'être déconnecté par la suite. Mes entreprises seraient déjà développées si j'avais continué. Comme quoi, il ne faut pas venir une fois par an. Ah oui. Parce que nous, à chaque fois, nous faisons des efforts pour créer de nouvelles choses, proposer de nouveaux outils et permettre ainsi à ceux qui ont pris rendez-vous avec HEC d'aller de l'avant. Justement. Un autre témoignage qui vient de M. Mouhamadou Sakinias, il est coordonnateur à Géroute, délégué au MCA, Millennium Challenge Account Sénégal, donc un programme américain qui s'occupe du développement de pistes ici au Sénégal. Oui. Et voici ce qu'il dit. Oui, vas-y, tu peux aller. Il dit quoi? J'étais venu pour apprendre à diriger une équipe et je dois dire que la formation a été bénéfique et va m'aider dans ma vie professionnelle et familiale. J'aurais aimé l'avoir fait il y a 10 ans, mais il n'est jamais trop tard. Et c'est ça qui est extraordinaire quand on suit de nouvelles formations, quand on lit de nouveaux livres. On se rend compte de ce que si les principes qu'on a découverts, si on les avait connus il y a 10 ans, si on avait connu un peu plus tôt, on aurait produit de meilleurs niveaux de résultats. Mais comme l'a dit monsieur Mohamedou Saki Nias, il n'est jamais tard pour apprendre. Il n'y a jamais tard pour découvrir les principes. Justement. Et comme le disent les Chinois, le moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans. Sinon, c'est maintenant. Donc ceux qui sont encore à Abidjan, ceux qui sont à Lomé, ceux qui sont à Cotonou et qui n'ont pas participé et qui ne se sont pas encore inscrits au programme élevé pour leadership, c'est le moment de le faire. Pour que dans 10 ans, on ne dise pas, j'aurais aimé l'avoir fait il y a 10 ans. Justement. Il y a une amie à moi qui veut convaincre son père de participer au programme et qui m'a dit qu'il est d'un certain âge et que bon voilà, il est maintenant vieux, il n'a plus besoin d'apprendre. Je dis d'accord. Est-ce que tu penses qu'il a besoin de ça? Elle a dit oui.
dis-lui ceci, dis-lui que s'il lui reste 20 jours à vivre, il faut qu'il suive la formation. Non pas pour lui, mais pour les autres. Pour l'héritage qu'il va laisser. Pour les corps. Il peut profiter de la formation pour pouvoir changer des choses dans ses relations avec les gens. Se réconcilier avec les gens avec qui il sait. Parce que le leadership, c'est aussi la réconciliation. Bien sûr. La capacité à retourner à ce qui jusque-là constituait des points de blocage dans nos relations avec les autres. Justement. Absolument. Voilà. Alors, mais là, attends, tu as parlé c'est-à-dire que le temps qu'on met, c'est-à-dire que quand on dit qu'on est âgé, alors habituellement on nous dit que la sagesse vient avec l'âge. Absolument. Alors, si vous pensez que vous êtes très âgé, si vous pensez que vous êtes vraiment vieux comme on le dit, venez à cette formation. Et vous verrez combien pas vieux. Ah oui, d'abord vous allez voir que vous allez utiliser cette position de sage et apprendre de nouveaux principes, apprendre de nouvelles règles. Absolument. Et pour pouvoir vraiment avoir des gens autour de vous, exactement, manifester de résultats et aussi gagner avec les autres. Absolument. Absolument. Et voici ce que dit monsieur docteur El Hadj Yaou. Il est chef service formation à la Banque centrale, siège à Dakar. Et voici ce qu'il dit. Il a participé à la formation. Oui. Et voici ce qu'il dit. Un programme enrichissant, pragmatique et illustré de cas concrets. L'animateur jouit d'une compétence pédagogique et est animé du souci d'impliquer les participants et de les aider à progresser réellement. Et c'est vraiment intéressant d'entendre ça de quelqu'un qui est chef service de formation à la Banque centrale au siège. Ah oui, et avec monsieur El Hadj Yaou, à la fin vraiment on a constaté une participation incroyable. Surtout que le dernier jour c'était sur comment gagner avec les autres. Oui. Et qu'il est docteur en sociologie. Oui. Et il a vraiment partagé avec nous des règles, des astuces. Oui. Et on l'a vraiment apprécié. Et ça a été vraiment un moment incroyable avec lui. Absolument. Et le témoignage de monsieur Mamadou Faye, directeur des pistes rurales à Agéroute au Sénégal. Et voici ce qu'il dit. Le programme nous permet de nous rendre compte de ce que nous ne faisons pas bien. Il a été très enrichissant et permet de mieux gérer nos relations avec nos collaborateurs dans le milieu du travail. Nous allons le recommander en interne. En tout cas, l'une des choses pour nous, c'est que quand nous finissons de faire une formation, c'est pas le fait que les gens disent qu'ils sont contents. C'est le fait qu'ils disent, on va vous recommander. Justement. Parce qu'ils vont dire, tiens, c'est du contenu. Encore une fois, ceux qui sont, des gens qui sont de grandes institutions, des chefs d'entreprise, des responsables de PME, des cadres débutants, mais aussi des gens vraiment très expérimentés et qui se rendent compte que la formation peut les aider. Un autre témoignage de M. Louis Aka, donc responsable département support et exploitation CFAO Technologies Sénégal. Et voici ce qu'il dit. J'ai tellement appris. Déjà, je vais suivre tous vos prochains programmes. La formation a été très intéressante et opportune et indispensable pour qui veut devenir un vrai manager. Voilà. Oui. Et le témoignage, cela vient de M. Alioun Badara Sa. Il est le directeur général de Sénécartour, qui est le numéro 1 de location de voitures au Sénégal. Oui. Et ce qui est différent, monsieur Sa a déjà suivi plusieurs formations chez nous. Oui. A suivi un programme de coaching, oui. Mais il est venu encore à la formation. Et voici ce qu'il dit, Narcisse. Il dit, nous sommes venus ici avec une autre idée du leadership, mais nous avons pu voir que le leadership repose sur des principes et règles à connaître et à vivre. Cette formation a été utile et va nous aider à fonctionner avec les vrais principes et valeurs du leadership. Absolument. Et quand on a de ces témoignages de gens qui ont l'habitude de suivre des programmes chez nous et qui viennent à chaque fois pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. En tout cas, ceux qui n'ont pas souscrit à ce programme, c'est le moment de pouvoir le faire. Bien sûr. Ça se passe à Abidjan. Abidjan, oui. Du 2 au 5 à l'hôtel Pullman, 5 juin à l'hôtel Pullman. Donc, si vous n'avez pas encore souscrit, vous pouvez le faire. Et ceux qui se demandaient, est-ce qu'on ne peut pas prolonger un peu pour eux le temps pour pouvoir bénéficier de la promotion à 89 000, on va prolonger à Abidjan jusqu'au 22 mai, vendredi prochain, pour s'inscrire à 89 000. Et s'il y a des gens qui n'ont pas encore les 89 000, ils peuvent venir faire un dépôt de cautionnement. Ils peuvent déposer 50 000 et on leur garantit leur place. Et comme ça, à la fin du mois, quand ils auront des entrées de revenus, ils pourront venir payer les 39 000 restants. Donc, vous pouvez encore vous inscrire et c'est le moment. Maintenant, on va retourner maintenant à notre thème du jour, oui, qui est 12 sacrifices déterminants pour passer à la grandeur leadership.
J'ai quelque chose que j'ai appris de Maxwell, Narcisse. Il dit, certes, beaucoup de gens feront ce qu'il faut pour être un leader. La question est de savoir s'ils sauront consentir les sacrifices nécessaires pour passer à la grandeur en leadership. Parce que tout le monde peut devenir leader. Oui. Tout le monde peut l'être. Parce que j'avais fini de faire un séminaire sur le leadership lors de l'Assemblée des districts des Rotaraciens. Donc, très bien. Et il y avait des participants venus du Ghana. Oui. Il y a une jeune qui s'est approchée de moi pour dire que, tiens, il y a quelqu'un qui m'a dit, il a posé la question, monsieur Kabou, est-ce que c'est vrai que nous n'avons pas de problème, nous avons des leaders? Le problème, c'est qu'on n'a pas de problème de leadership. Il dit, nous avons des dirigeants, nous avons des leaders. On n'a pas de problème de leader, on a des problèmes de leadership. Et comme l'a dit M. Sarr, qui a participé au programme à Dakar, c'est une question de principe. Justement. Et on connaît les principes et on les vit. Et quand on ne connaît pas ces principes-là, on ne peut pas vivre les principes et on ne peut pas manifester du leadership. Et comme je le disais tout à l'heure, le leadership, c'est une question de gestion efficace des moments de vérité. Bien sûr, parce que quand tu parles de principes ici, il ne faut pas les violer. Absolument. Parce que la plupart du temps, on veut des raccourcis, on les viole, et on prend un autre chemin, on dit qu'on manifeste du leadership. Absolument. C'est pour cela que le jeune t'a dit qu'on a des leaders, mais on a un problème de leadership. En tout cas, ce ne sont pas les leaders qui manquent. Il dit, ce ne sont pas les leaders qui manquent au Ghana, mais on a un problème de leadership. Bien sûr. Parce qu'on peut être leader, effectivement, mais c'est quand on ne vit pas les principes de leadership. Et donc, la capacité à prendre ces décisions, que la plupart des gens ne veulent pas prendre. La capacité à pouvoir accepter ces sacrifices, Justement, que la plupart des gens ne veulent pas accepter. Et c'est ça qui fait la différence. Comment les Mandela, les Gandhi, les Martin Luther King, les Jésus de Nazareth, le prophète Mahomet, que la paix et la bénédiction soit sur lui, David, Jonas, comment ces choses-là, ils ont accepté assumer une mission historique que la plupart des gens ne veulent pas assumer. les gens ne veulent pas ça. Absolument. Or, c'est l'une des choses déterminantes. La plupart des gens qu'on appelle, nous avons tous la possibilité de rentrer dans l'histoire et d'assumer notre mission historique. Tu sais qu'Obama, il ne voulait pas être président de la République. Explique-nous. En fait, Obama a fait un discours lors de l'investiture de John Kerry. Ok. Et le discours, vraiment, ça sortait vraiment de l'ordinaire. Et les gens ont applaudi plus Obama qu'ils n'ont applaudi M. John Kerry. C'était extraordinaire. Vous êtes jeune sénateur et vous venez, on vous donne la possibilité de pouvoir vous exprimer. Et votre discours entre dans l'histoire. Et les gens disent, attends, ça c'est le futur président démocrate. Et quand les gens sont allés balayer, il n'a pas voulu. Il a dit non, pas du tout. Et sa femme ne voulait pas. C'est sa femme qui lui a dit, oui. Je pense que tu peux faire la politique. Mais sa femme n'a pas voulu qu'il aille jusqu'à la présidence de la République. Il n'a pas voulu qu'il aille jusqu'à la présidence de la République. Et parce que elle n'avait pas prévu ça. Ce qu'elle a prévu, c'est, ok, il sait faire la politique, il peut être un bon sénateur. Il peut jouer un bon rôle dans le dosage, dans l'équilibre des pouvoirs, pour qu'on puisse prendre des lois en faveur des gens dont il dépend, défend les principes et les causes. Mais Obama, il n'a pas voulu être président, il ne voulait pas du tout. Et finalement, quand sa femme a accepté, il a dit, chérie, tu vas être président, mais il faut que tu me promettes deux choses. La première, tu vas arrêter de fumer. Et la deuxième, promets-moi que tu vas protéger ta femme. Parce que l'un des sacrifices, quand on accepte d'assumer sa mission historique, quand on accepte accepter des sacrifices, on livre sa famille. Bien sûr. Et beaucoup de gens ne peuvent pas et ne veulent pas vivre. Parce que si on veut vraiment assumer sa mission historique, Oui. on devient très vulnérable. Très vulnérable, effectivement. Et vraiment, la plupart des gens ne veulent pas ça. On devient le père de tout le monde. Justement, on s'occupe des problèmes de tout le monde. Absolument. Oui. Et on peut oublier les problèmes, les réels problèmes de sa famille à cause de ça. Mais justement, et là, les gens qui sont à côté de nous vont nous rappeler ça. Absolument. Alors, on se rend compte que tu te préoccupes de tout le monde et tu ne te préoccupes pas des gens qui sont à côté de toi. Absolument. Et là aussi, les gens peuvent être entraînés dans ce conflit-là. Donc, c'est pas évident pour les gens d'assumer leur mission historique. Absolument. Mais si on veut manifester du leadership, si vraiment on veut être un grand leader, si on découvre sa mission, il faut l'assumer et ne pas retourner. Et chacun d'entre nous a l'opportunité, en fait, à chaque fois, chaque jour devant nos enfants, chaque jour quand nous prenons la parole, chaque jour quand nous devons prendre une décision, chaque jour quand nous devons signer une lettre, chaque jour quand nous devons engager des actions, nous devons rentrer dans l'histoire. Bien sûr. Il y a des gens qui refusent. Il y a des gens qui oublient que nous sommes tous nés génies.
Mais d'autres personnes, il y a certaines personnes qui ne se lèvent pas pour pouvoir marquer la différence, pour pouvoir porter le flambeau. N'importe qui peut porter le flambeau de sa famille. N'importe qui peut porter le flambeau de son entreprise. N'importe qui peut porter le flambeau de sa communauté. Mais il y a certaines personnes qui refusent. Parce qu'il y a des prix à payer, effectivement, et ils ne veulent pas payer ces prix. Et c'est ça qui fait que quand le leader accepte de payer ses prix, il rentre dans l'histoire. Bien sûr, parce que quand on accepte de payer ses prix, on devient un leader extraordinaire. Extraordinaire. Et quand on refuse de payer ses prix, on devient un leader ordinaire. Et puis, votre vie passe et vous vous rendez compte de ce que vous êtes passé à côté de votre vie. Bien sûr. La dernière fois, j'écoutais L'Esperance. Oui. L'Esperance. Et il a dit, imaginons l'instant que nous vivons notre vie. Et qu'à la fin de notre vie, nous rendons compte de ce que nous sommes passés au sujet. Il dit, c'est comme si lorsque vous faites un devoir de dissertation philosophique ou bien littéraire, en français, et vous êtes sûr d'avoir écrit la bonne chose, et qu'à deux minutes du ramassage des copies, vous vous rendez compte de ce que vous êtes hors sujet, et vous ne pouvez plus rien faire. Il faut mieux se poser assez tôt les bonnes questions. Bien sûr. Et narcisse et la capacité à se poser assez tôt les bonnes questions fait la différence dans la gestion de la vie d'un leader. Bien sûr, il faut se poser les bonnes questions très tôt. Et aussi, comme on l'a dit, le leadership, c'est de le manifester quotidiennement. Quotidiennement, à chaque instant. Ah oui, et puis à la fin de chaque journée, vous devez vous poser les bonnes questions. Absolument. Est-ce que aujourd'hui j'ai élevé les gens autour de moi ou bien aujourd'hui j'ai écrasé les gens autour de moi? Waouh! Est-ce qu'aujourd'hui j'ai élevé les gens ou bien j'ai écrasé les gens? Bien sûr. Parce qu'étant leader, nous disposons du pouvoir d'écraser ou d'élever. D'élever, oui. De protéger ou de livrer. Bien sûr. D'aider ou de laisser tomber, c'est ça? Bien sûr. Waouh! Waouh! Et c'est très important parce que si on ne fait pas ce suivi quotidien. Suivi quotidien. Ah oui. Parce que c'est chaque jour que nous faisons notre héritage. Justement. Chaque jour est une vie. Bien sûr. Et chaque soir, il faut faire une évaluation. Évaluation à mi-parcours. Ah oui. Évaluation journalière. Se poser les bonnes questions, c'est dire aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai apporté de la valeur autour de moi? Okay. Est-ce que j'ai servi des gens? Okay. Est-ce que j'ai élevé des gens? Absolument. Ou bien j'ai écrasé des gens? En tout cas, ça va se poser les bonnes questions assez tôt. Parce qu'à la fin de notre vie, deux questions vont être importantes. Qui nous sommes devenus? Est-ce un leader? Et qui est-ce qui nous avons inspiré? Sont-ce des leaders? Sincèrement. Deux questions importantes. La première question, c'est à la fin de notre vie, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je suis devenu? Oui. Est-ce un leader? Et qui est-ce que j'ai inspiré? Sont-ce des leaders? Et il vaut mieux poser cette question chaque jour. Oui. Pour pouvoir corriger demain. Bien sûr. Pour pouvoir corriger le temps qui reste. Bien sûr. C'est pour ça que quand quelqu'un dit je n'ai plus rien à apprendre. Wow. On n'est jamais trop vieux pour ne plus avoir appris, n'est-ce pas? Ah oui. On n'est jamais trop riche pour ne pas avoir besoin d'apprendre. Et on n'est jamais réussi pour ne pas avoir besoin d'apprendre. Parce que tant qu'il y a du temps, il y a de nouveaux challenges. Il faut toujours apprendre. Absolument. Il faut toujours apprendre. Et ce qui permet de gérer ces moments de vérité, c'est justement la préparation. Et quand on a l'impression qu'un leader est extraordinaire, c'est parce qu'il a passé tout son temps à se préparer. La chance étant le moment où notre préparation rencontre les opportunités. Nous allons passer maintenant au deuxième sacrifice que les grands leaders acceptent. Le fait d'accepter de travailler pour une cause plus grande que soi. Tu sais, parfois, tellement quand on doit préparer des webinaires, c'est tard la nuit, oui. On est fatigué. Justement, on a bien envie de continuer à se reposer. Il faut qu'on finisse la préparation. Ah oui. Parce que les gens en ont besoin. Bien sûr. Parce qu'ils ont pris désormais le rendez-vous. Parce que ce n'est plus nous. On a pris des engagements. Engagements moraux. Oui. C'est pas qu'on va nous emprisonner. Ah oui. Mais ce n'est plus nous. Justement. C'est un rendez-vous officiel maintenant. Et on ne peut pas dire j'ai mal maintenant et je ne peux pas le faire. On doit se programmer pour le faire. Et c'est ça, la capacité à se battre pour une cause plus grande que ça. Parce qu'à un moment donné, j'écoutais un jour celui qui est devenu le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Jean-Baptiste Sativi, il s'appelle. Oui. Il dit, quand on est un entrepreneur, au départ, on le fait pour soi. Mais à un moment donné, on se dit, et on assume une mission plus grande que soi. On travaille pour une cause. Vous vous rendez compte qu'il y a des jeunes qui vous suivent. Il y a des jeunes qui vous écoutent, qui ont envie d'être comme vous et qu'on n'a pas le droit de faillir. Il a dit, mieux, je veux bien, avec ce que j'ai gagné comme argent, faire tout et aller me reposer. Il dit, je ne peux pas le faire. Parce que la cause que je défends, mes magasins, mes boutiques, je peux les faire du jour au lendemain parce que ce n'est plus à moi. J'offre maintenant un service d'utilité publique. Bien sûr. Et je peux me faire, parce qu'ils vendent du poisson et des produits surgelés. Donc il ne peut pas fermer parce que les gens se disent demain j'irai à son magasin. Il ne peut pas fermer du jour au lendemain.
Et les grands leaders acceptent de continuer de se battre. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils assument une mission qui les dépasse. Ils se battent pour une cause plus grande qu'eux. Oui. Herman, il faut toujours se battre pour une cause plus grande que soi. Parce que là, on est entraîné. Et là aussi, c'est plus facile pour nous d'influencer les gens qui sont autour de nous. C'est plus facile pour nous de constituer une équipe parce que les gens aiment dans les lieux où il y a des grandes causes à défendre. Absolument. Des grands projets. Absolument. Des grands objectifs. Absolument. Donc, c'est intéressant qu'on travaille pour une cause plus grande que soi. Absolument. Et l'une des choses que j'ai découvert dans le livre Un long chevet vers la liberté, sur la biographie de M. Mandela, oui. Et ensuite dans le film, c'est que en fait Mandela n'était pas l'un des grands militants de l'ANC au départ. Et à chaque fois les gens venaient lui faire la cour, il ne voulait pas les écouter, il ne voulait pas les suivre. Oui. Et quand il voulait défendre le cas d'un jeune qui a été tué, un ami à lui qui a été tué injustement, et là il s'est rendu compte de ce que il fallait qu'il porte cette cause. Il voulait juste avoir de quoi manger, de quoi nourrir sa famille et défendre des dossiers en tant qu'avocat, un brillant avocat de terre. Mais il s'est trouvé qu'il s'est rendu compte que pour pouvoir bien se battre pour la liberté, il fallait qu'il endosse une cause qui était plus grande que lui, qui dépassait même sa famille. Oui. Et quand il a voulu rentrer en politique, sa femme a décidé de divorcer. Parce que lui, elle ne voulait pas de la politique. Et la cause familiale est bonne. Chacun d'entre nous doit faire quelque chose pour protéger sa famille. Ça, il n'y a rien à faire. Mais il était question pour Mandela d'assumer une cause plus grande que lui. Et c'est ça qui a fait qu'il est rentré dans l'histoire. Parce qu'on ne rentre pas dans l'histoire juste en gérant sa famille. C'est pour cela qu'on parle de sacrifice. Absolument. Parce que si on arrive à s'approprier une cause qui nous dépasse, alors les gens autour de nous vont nous trouver fous, et vraiment quelqu'un qui s'occupe des choses qui ne le regardent pas. Quelqu'un qui s'occupe des choses qui ne le regardent pas. Oui. Alors, et en ce moment, c'est comme je l'ai dit plus tôt, on va voir que autour de nous, les gens commencent à être différents. On nous voit autrement et à refuser de nous suivre. Et c'est là que nous devons manifester un vrai leadership pour pouvoir influencer davantage. Absolument. Et pour amener les gens à nous suivre, les amener d'un point donné à un autre point meilleur, des lieux où les gens ne pouvaient même pas imaginer en fait. Parce que l'une des choses importantes en leadership, c'est la capacité à dire je dois pouvoir y faire quelque chose. Bien sûr. Vous voyez une cause et vous dites je dois pouvoir y faire quelque chose. Je ne vais pas laisser la cause périr. Je ne peux pas dire ok, ça ne me concerne pas. Je dois pouvoir y faire quelque chose. Je dois me battre. Parce que toi et moi, on a la possibilité d'aller prendre des emplois dans de grands cabinets au niveau international. Bien sûr. Et devenir directeur, président marketing, dans de grosses boîtes. Et on est tranquille. On n'a pas. Mais nous avons une cause plus grande. Vulgariser les meilleures pratiques de gestion. Et nous avons décidé de nous battre pour cette cause. C'est ça, c'est de le faire. Et chacun d'entre nous a cette opportunité. Là où il est, à son poste de travail. Se battre pour une cause plus grande que lui. Ce n'est pas juste mon salaire. Ce n'est pas juste mon temps de travail. Ce n'est pas le fait que je fais de quoi ne pas mourir. Non, je dois me battre pour l'entreprise dans laquelle je suis. Parce que quand je suis dans une entreprise, quand j'ai un boulot, c'est l'opportunité de manifester du leadership. Bien sûr, non. De montrer ce dont je suis capable. Oui. Pour qu'on puisse dire, ok, lui, on peut compter sur lui. Et à chaque fois que nous agissons toujours pour nous-mêmes. Mais on ne le sait pas. Mais nous agissons pour nous-mêmes. Et nous entrons dans l'histoire lorsque nous savons nous battre pour des visions, un rêve, des rêves nobles, des causes qui nous dépassent et qui dépassent même la grandeur de l'entreprise dans laquelle nous sommes et la grandeur de l'organisation dans laquelle nous sommes. Voilà. Le troisième sacrifice que les grands leaders acceptent, c'est la capacité à renoncer pour avancer. Renoncer pour avancer. Quelque chose d'extraordinaire, Narcisse, c'est que on se rend compte que les gens, ils travaillent dans une entreprise, on ne leur propose jamais une augmentation de salaire. Et c'est quand ils décident de démissionner qu'on leur propose une augmentation de salaire. Tu sais pourquoi? Parce que pour avoir le maximum, il faut renoncer au minimum. C'est quand vous osez renoncer que vous atteignez le maximum. Le maximum est à la portée de tout le monde. La grandeur en leadership est à la portée de tout le monde. Mais ça suppose que nous sachions nous libérer des conforts actuels. Comment on dit accepter de sortir de sa zone de confort. Parce que, et entrer en inconfort. Bien sûr. Parce que le confort est toujours derrière l'inconfort. Absolument. Et quand les gens refusent de renoncer pour avancer, ils ne peuvent pas atteindre la grandeur en leadership. Il faut chaque fois renoncer. Absolument. Parce que si on veut
si on a un grand rêve, si on a un grand projet, si on veut bien évoluer, il faut du renoncement. Sinon, on ne peut pas s'attendre à des grands résultats en faisant ce que nous sommes en train de faire. Absolument. Il faut changer notre façon de faire, il faut changer notre façon d'être, et pour le faire, il faut qu'on renonce à ce que nous sommes en train de faire. Aller sur le terrain étranger. Oui. Où on doit tout refaire. On doit côtoyer l'inconnu. Côtoyer l'inconnu, fouler le champ de l'inconnu. Bien sûr. Pour pouvoir se développer davantage. Bien sûr. Et atteindre finalement la grandeur. Parce qu'en réalité, Mandela n'est pas rentré dans l'histoire quand il a été élu. Mandela est rentré dans l'histoire quand il a fait 4 ans. Il a dit, c'est bon maintenant. Renoncer. Justement. Et c'est ça la grandeur. Il ne sait pas renoncer. Et une question a été posée au président burundais. On lui a demandé, est-ce qu'il qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il va préférer la paix et la réconciliation, l'apaisement, ou bien est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Et ça, la décision qu'il va prendre fera si oui ou non va rentrer dans l'histoire. C'est ça en fait. Est-ce qu'il va accepter de renoncer pour avancer? Mais justement, parce que l'exemple que tu es en train de donner illustre ce qu'on vient de dire. Oui. On a des leaders. Oui. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'ils manifestent le leadership qu'il faut? Absolument, absolument. Parce que si monsieur le président du Burundi accepte de renoncer pour avancer, il va rentrer dans l'histoire. Il va rentrer dans la coupe des grands leaders de tous les temps. Bien sûr. Qui ont préféré protéger leur peuple. Qui ont dit, ok, ce n'est pas moi, c'est mon peuple. C'est la postérité. C'est ceux qui vont venir après moi. Et chacun d'entre nous, qu'on soit un père de famille, qu'on soit un soudeur, qu'on soit un plombier, qu'on soit un chargé de clientèle, qu'on soit un directeur d'agence, qu'on soit un directeur d'entreprise, nous avons la possibilité de savoir quand est-ce que nous renonçons pour avancer. Quand est-ce que nous allons quitter nos zones de confort pour aller dans l'inconfort, pour inspirer davantage de personnes à se battre. Le quatrième sacrifice, c'est le fait de refuser d'écraser ses ennemis. Justement, tu disais, Nassis, tout à l'heure, que le leader a la possibilité d'élever ou d'écraser. Et quand on a son ennemi, on peut l'écraser. Les grands leaders savent renoncer, savent refuser d'écraser leurs ennemis. Mais là, il faut reconnaître que c'est un sacrifice, hein, parce que c'est pas évident. Oui. Parce que la plupart du temps, c'est quoi? On préfère écraser nos ennemis. Absolument. Parce que ça nous donne le soulagement de la vengeance. Justement, oui. Et là, on dit on les a anéantis. On les a anéantis. Alors que ce qu'on oublie, c'est que si vous écrasez vos ennemis, ils vont redoubler d'efforts. Et se venger. Oui, bien sûr. S'ils ne se vengent pas, leur progéniture va se venger contre votre progéniture. Bien sûr. Parce que vous n'avez pas su penser des plaies. Justement, et ils vont se venger au moment où vous allez baisser la garde. Absolument. Parce que vous allez vous dire que le travail était fait, c'est plus la peine de s'occuper de ces gens-là. Absolument. Alors qu'on a besoin de manifester du leadership, on a besoin d'une équipe, on a besoin des gens autour de nous. Alors, pourquoi pas, c'est-à-dire que les gens que nous prenons comme des ennemis, en guillemets, pourquoi pas, c'est-à-dire nous devons en faire des amis en fait. Wow. Nous devons manifester de l'amour envers ces gens-là. Absolument. Parce qu'au fond, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis, justement. Il n'y a pas de camp. Non, jamais. Comme on l'a écrit dans notre travail sur vous, il n'y a pas de camp. Non, jamais. Il y a un seul camp. Oui. Il y a une seule humanité. Bien sûr. C'est absolument. Et il n'y a pas de personnes méchantes. Exactement. Tout le monde veut te faire. Oui, il n'y a même pas de collaborateurs récalcitrants. Il y a des influences. Bien sûr. Maintenant, si nous commençons à voir les choses autrement, moi je dis, tiens, si lui et moi, et si je pense que c'est mon ennemi, c'est parce qu'on ne s'est pas assis ensemble, on n'a pas échangé, on n'a pas dit voici notre objectif commun. Exactement. Parce que chacun a ses objectifs, mais lorsque nous regardons, il y a toujours un pont qui nous mène vers l'objectif commun. Ah oui, mais ça me rappelle le cas que nous avons vu ensemble, les études de cas qu'on a vu la dernière fois. Oui. Quand on finit toujours par gagner. Bien sûr. Et il y a des gens lors du quatrième module, non, le troisième module, oui. Là, de gagner avec les autres. Que le pardon, il faut de la grandeur pour pardonner. Bien sûr. Et Nelson Mandela a su manifester cette grandeur quand il avait la possibilité d'écraser ses ennemis. Quand il avait la possibilité d'écraser les blancs. Il a dit non, je pardonne. Et il a invité celui qui le suivait dans sa prison, il a invité à sa cérémonie d'investiture. C'est là qu'il est rentré dans l'histoire. C'est là qu'il a atteint la grandeur. Mandela n'a pas atteint la grandeur, parce qu'il a été emprisonné. Parce que beaucoup de gens ont été emprisonnés. Bien sûr. Ouad a été emprisonné. Le président Alpha Condé de la Guinée a été emprisonné, n'est-ce pas? Mais tout le monde n'a pas atteint la grandeur. Parce que pour atteindre la grandeur, il faut savoir pardonner. Il n'y a que les grands leaders qui pardonnent. Surtout quand ils ont la possibilité d'écraser.
Oui. Quand ils ont la possibilité de punir. Et c'était une aubaine. Absolument. Oui, et il l'a refusé. Il a refusé. Il est entré dans l'histoire. Et les gens ne l'ont pas compris. Et les gens n'ont pas compris, justement. les gens ne l'ont pas compris. Effectivement, les gens n'ont pas compris. Allez, le cinquième sacrifice, c'est tutoyer le sacrifice ultime. Parfois, elle a donné sa vie. Parce que dans le film Mandela, il y a eu un moment de vérité. Le moment où il était question pour les amis de Mandela de dire est-ce qu'on plaide coupable ou non. Et ils ont décidé, Narcisse, de plaider coupable. Oui. Ils savaient très bien qu'en plaidant coupable, ils allaient être tués. Ils allaient être condamnés à mort. Mais ils ont décidé unanimement pour dire s'il fallait mourir pour la cause, nous sommes prêts. Waouh! Mais c'est incroyable. Comment est-ce qu'on accepte ici aller jusqu'au bout? C'est incroyable. Mais Herman, si on assume sa mission historique, très bien, oui, le premier sacrifice, sans se retourner, on continue, absolument, on évolue, quel que soit l'inconnu, quels que soient les défis, les challenges, on décide d'évoluer, d'avancer. Si on travaille pour une cause qui nous dépasse nous-mêmes, alors, naturellement qu'on rentre dans cette dynamique-là. Mais ce qui est extraordinaire, le peuple d'Afrique du Sud, en entendant, en ayant appris que Mandela était prêt à mourir s'il faut pour la cause, a dit, celui-là, on peut compter sur lui. Parce que les gens, ils comptent sur les leaders, et ils savent que ce leader, il est prêt à tout moment. Ce qui est extraordinaire. Les gens ne demandent pas ce que nous mourons forcément, mais ils veulent savoir que nous sommes prêts à tout pour eux. Exactement comme une femme aurait aimé qu'un homme qui lui fait la cour lui démontre par des actes réels et concrets qu'il est prêt à tout pour elle. Quand tu montres à quelqu'un, je suis prêt à tout pour toi, cette personne va accepter, se confier à toi. Bien sûr, man. Et c'est ça qui a fait. Quand Mandela et ses amis ont accepté le sacrifice ultime éventuel, ils ont été condamnés à mort s'il le faut, pour la cause, et que le peuple a pris ça. Le peuple comprend là. On peut compter sur lui. Et la plupart des leaders ne savent pas manifester cette grandeur. Ils lâchent le peuple. Bien sûr, man, parce que c'est pas évident. Parce que... Et en lâchant le peuple, c'est pas évident parce que là on parle de sacrifice ultime. Alors, les gens ont peur. Ils manifestent pas du courage. Ils ne sont pas courageux. Ils commencent à renoncer. Ils renoncent. Voilà. Et justement, ils refusent. Ils n'arrivent pas à consentir le sixième sacrifice. Bien sûr. Qui consiste à refuser les compromis compromettants. Parce qu'il y a des compromis qui compromettent. Bien sûr. Et je regardais Billet Retour à Phnom Penh. Oui. Et Phnom Penh, c'est au Cambodge. Et c'est un reportage de France 24 sur les Khmers rouges et leur histoire. Et il y avait quelqu'un qui faisait partie du camp des Khmers rouges et qui exécutait des gens avec son chef. Ils ont eu à exécuter près de 250 000 personnes. Et il était triste. Il y a le pouvoir du regret. Il disait que bon, tiens, il ne faisait qu'obéir à des ordres. Mais le problème, c'est qu'il obéissait à des ordres. C'est-à-dire que s'il n'obéit pas, on va l'éliminer. Il dit, on a choisi entre un camp ou un autre, à être tué ou à vivre. Mais il a accepté les compromis compromettants. Or, les grands leaders qui entrent dans l'histoire, ils refusent les compromis compromettants. Bien sûr, man. Et quand on a le courage de refuser ces compromis compromettants, parce que c'est extraordinaire. Ce monsieur, sa vie est devenue un enfer. Un enfer. Il se souvient de tout ce qu'il a exécuté parce qu'il avait peur d'être exécuté. Parce qu'il a accepté faire alliance avec les gens qui tuaient. Il disait qu'il exécutait des autres. Mais le problème, c'est qu'il a refusé. Il a refusé de se donner, en fait. Il avait peur. Et c'est là que la différence, la capacité à refuser les compromis compromettants. Parce que pour rester leader crédible, il faut rester intègre, authentique, bien sûr, et montrer aux gens qu'on est prêt à se battre pour eux. Oui. On est prêt à donner le meilleur de soi-même, même si on n'est pas compris par son entourage, Narcisse. Ah oui, parce que le septième sacrifice-là, on parle de douleur, subir la douleur d'être incompris. La douleur d'être incompris. Parce que et la plupart des leaders, les grands leaders ont été incompris. Bien sûr, parce que quand tu fais des efforts, tu te donnes, et tu luttes pour une cause qui te dépasse. Et tu es des fois face à un sacrifice ultime et tu te donnes, et tu te rends compte que tu n'es pas compris. Tu n'es pas compris. Alors, et c'est comme on le dit, des fois c'est des gens qui sont en avance sur le temps. Exactement. La plupart des leaders sont en avance sur le temps. C'est pour ça qu'ils ne sont pas compris. Voilà. Et les leaders, entre guillemets, qui font de la lâcheté,
veulent être avec le temps. Oui, puisqu'ils veulent suivre le mouvement. Oh, c'est eux qui doivent dire dans quel sens le mouvement doit aller. Justement, parce que quand on vous donne un guidon ou bien quand on vous donne le volant, c'est pour que vous menez les autres. Et pour que vous puissiez suivre le rythme de ceux qui sont derrière. Ah non. Le leader ne peut pas suivre le rythme de ceux qui sont derrière. Ah non. Alors que c'est extraordinaire. Le leader ne peut pas suivre le rythme de ceux qui sont derrière. Ah non. Il ne peut pas. Et si ceux qui sont derrière ne le comprennent pas, c'est normal. Puisqu'ils sont derrière. Bien sûr. Mais maintenant, si on veut être compris, c'est-à-dire qu'on est dans la mêlée. Et en ce moment, on n'est plus leader. Quand on veut être compris, on est dans la mêlée. Oui. Comme le dit l'autre, je ne connais pas le secret de la réussite. Mais je connais le secret de l'échec. C'est de vouloir plaire à tout le monde. Tout le monde. Parce que si on est dans la mêlée, on devient ordinaire. On devient ordinaire. On devient comme tout le monde. On ne manifeste plus du leadership. Non. Et les principes difficiles du leadership, on ne les applique plus. Ah non. Donc il faut quitter la mêlée en fait. On ne peut pas penser comme le peuple parce que le peuple ne sait pas décider. Justement. On ne peut pas penser comme la rue parce que la rue ne sait pas décider. On ne peut pas penser comme le commun des mortels. Ah oui, il faut accepter ça, subir la douleur d'être incompris. Très bien. Vous tous qui avez des décisions importantes à prendre, des choix à opérer, il est normal que votre entourage ne vous comprenne pas. Parce que votre entourage ne peut pas vous comprendre. Votre entourage, c'est ce qu'il veut. Mais en Afrique, en général, quand les gens ne te comprennent pas, et ils ne te comprennent pas en fait, tu prends une décision, tu opères des choix difficiles, tu décides de quitter ton emploi, de créer ta propre entreprise, de renoncer pour avancer, de mettre fin à un contrat pour pouvoir avoir un meilleur contrat, de quitter un pays pour l'autre. Les gens ne te comprennent pas. Mais quand ils voient les résultats après, ils disent comme ça, ah oui, mais tu vois, ce qui est dichotomique, est que quand les gens commencent à voir les résultats, ils s'approchent. Ils s'approchent, ils disent, voilà, on veut savoir comment tu as fait. Comment tu as fait? Mais toi, mais tu aurais pu nous dire. Alors, mais maintenant, c'est des gens qui refusent aussi de vivre ces sacrifices-là. Ils ne veulent pas. Ah oui. Ils veulent le repas. Mais ils ne veulent pas souffler dans le charbon. Ah non, tu vois. Alors que là, ça devient compliqué. Absolument, absolument. Le huitième sacrifice narcissique, c'est le fait de s'investir dans les autres sans attente. Bien sûr. Aider les gens. Bien sûr. Qui peuvent être ingrats après. Bien sûr, c'est dit que quand on dort, il ne faut pas s'attendre à quelque chose. En retour, oui. Faites ça parce que vous deviez le faire. Bien sûr. Parce que les leaders ajoutent la valeur aux autres sans attente. Bien sûr. Au quotidien. Et ils créent la valeur au quotidien. Ils aident les gens au quotidien. Ils développent les gens au quotidien. Et ils ne cherchent pas à laisser battre pour laisser un héritage particulier. C'est chaque jour qu'ils ajoutent de la valeur aux gens et c'est ça qui constitue leur héritage après. Extraordinaire. Bien sûr, man, parce que lorsque on veut s'investir dans les gens en ayant une attente particulière, lorsque cette attente n'est pas au rendez-vous, on est blessé. On est blessé. On est frustré. On est déçu. Bien sûr. Absolument. Alors qu'on ne doit pas voir les choses comme ça. Effectivement. On aide les gens, c'est puisque ça commence à partir de nous. Absolument. Ça commence au fond de nous. Exactement. C'est nous qui décidons de servir les gens, c'est nous qui décidons d'aider les gens sans attente. Exactement. Alors, lorsque les gens vont réagir, ça devient une surprise pour nous, une surprise agréable. Ah oui. Mais lorsque nous attendons et qu'on se rend compte que ça met du temps, on commence à réfléchir, on dit, mais tiens, est-ce que ça vaut le coup d'aider ce monsieur-là? Est-ce que ça vaut le coup d'aider cette dame-là? Ah non. Alors que si nous commençons à réfléchir ainsi, nous ne pourrons pas manifester du leadership quotidiennement. Absolument. Parce que le leader, il se bat pour une cause. Bien sûr. Il se bat pour des valeurs. Bien sûr. Il se bat pour des principes. Oui. Et non pour une personne. Ah oui. Il se bat pour une communauté. Il se bat pour l'humanité. Il va au-delà de ce que les gens ne peuvent comprendre. Et même s'il y a des ingrats, on ne va pas punir le reste du monde à cause des gens qui nous ont blessés. Jamais. On ne va pas arrêter d'aider les gens parce que quelqu'un l'a aidé et il ne nous a pas aidé. Non, on ne va pas faire payer au monde ce que quelqu'un a fait. Et leader se bat pour une cause. Il fait ce qui est bien. Parce que ça nous arrive. Hein. Ton petit frère, tu veux lui donner un cadeau, il s'est mal comporté. Tu lui donnes plus le cadeau. Non, mais il faut lui donner le cadeau. Il faut lui donner le cadeau pour ce qu'il a fait de bien. Mais justement, parce que si on lui donne le cadeau, on l'impacte plus. Exactement. Parce que lui-même, il s'est dit, ah, je me suis mal comporté, donc je ne vais pas recevoir deux cadeaux. Et si on le surprend, il dit, ah, tiens, donc il faudra que je fasse attention parce que ce que j'ai fait, mon grand frère n'a pas été blessé, il a vu les choses autrement, il a été au-dessus de cette situation. Il a donné l'attitude supérieure. Justement, Ewan. Donc, à moi de faire cet effort-là. Et si nous voulons réfléchir comme les gens, si nous voulons nous comporter comme les gens, nous ne pouvons pas les influencer. Exactement. Et ce qui est extraordinaire, quand le leader
subit l'ingratitude et malgré ça continue d'être correct. Parce que pour lui, il essaie de faire la bonne chose. Le problème, c'est pas est-ce que c'est la bonne personne. Le problème, c'est la bonne chose parce que les grands leaders traitent les pauvres et les riches de la même façon. Bien sûr, man. Et il ne dit pas, mais parce qu'il est riche. Parce que c'est surprenant qu'à l'église, hein, on met les riches devant les pauvres derrière. C'est parce que devant Dieu, il est toujours le même. Hein. Les grands leaders traitent les pauvres et les riches de la même façon. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Mandela a fait un jour. Il y a un Américain qui devait aller leur rendre visite. Ils ont pris le rendez-vous. Donc, un ami sud-africain qui devait aller, un blanc qui devait aller le voir, ils ont pris rendez-vous. Et Mandela est venu l'accueillir au parking. Mandela, quand il a dit je suis à quelques 5 minutes de chez vous, Mandela est sorti pour l'accueillir devant le parking. Et a vu le chauffeur. Et elle salue le chauffeur. Et ensuite, le chauffeur retourne la voiture. Mandela a accompagné son hôte jusque là où il voulait faire le dîner. Maintenant, quand il voulait commencer le dîner, Mandela a dit le chauffeur il est bon. Et son ami a dit il est de l'autre côté, je lui ai donné de quoi aller chercher à manger. Mandela a dit non, mais tiens, appelez-le parce qu'il doit dîner avec lui. Ah oui. Il a invité le chauffeur. Il a demandé à ce que le chauffeur vienne dîner avec lui. Parce que les leaders font la bonne chose. Peu importe si c'est la bonne personne. Pour eux, tout le monde est au même rang. Et la plupart des gens ne savent pas avoir cette grandeur-là. Ils disent non, on n'est pas camarades. On n'est pas camarades. On n'a rien à faire ensemble. Si. C'est le fait de faire de l'effort avec les gens, d'aller vers les gens, d'aller les chercher, d'aller leur dire, il pose des actes qui marquent les gens à vie. Comme tu le sais, comme le dit Mère Teresa, les paroles douces sont courtes et faciles à prononcer, mais leur écho est éternel. Les paroles douces sont courtes et faciles à prononcer, mais leur écho est éternel. Et les gestes, les bons gestes de la part des leaders, ça peut transformer une vie. Quand un chauffeur a été traité comme ça, il n'y a rien à faire. Ça va le marquer à vie. Pas un grand leader comme Mandela. C'est comme ça qu'on entre dans l'histoire. C'est ces petits moments-là que les leaders utilisent pour faire les sacrifices que les autres ne peuvent pas faire. Et ils ont de l'histoire. Ce n'est pas le fait de se faire égorger. Ce n'est pas le fait d'être martyr qui est le problème. Mais c'est le fait d'accepter des sacrifices à des petits moments comme ça. Inviter un chauffeur à dîner avec eux, comme n'importe qui. Et ça, il n'y a que les grands leaders comme Mandela qui acceptent de le faire. Mais n'importe qui peut le faire pour ses collaborateurs. N'importe qui peut le faire dans sa famille. N'importe qui peut le faire dans sa communauté. N'importe qui peut marquer la différence. S'investir dans les autres. En ayant une attitude supérieure. Une attitude supérieure à chaque fois. Allez, le sacrifice numéro 9, c'est voir les siens souffrir du fait de ses choix courageux. Encore une fois, Mandela, quand il était en prison, sa femme était mise en prison elle aussi tout le temps. En résidence surveillée. À cause de qui? Pas à cause d'elle-même, mais à cause de Mandela. Et les siens souffraient. Il n'a pas pu aller enterrer sa mère. Il n'a pas pu aller enterrer son fils. En Afrique du Sud, un homme, quand votre aîné meurt, c'est vous qui devez l'enterrer. Il n'a pas pu le faire. Et les siens souffraient à cause de lui. À cause qu'il a accepté de lui. Il y a beaucoup de gens. Et je rends hommage ici à tous les experts et travailleurs internationaux qui acceptent de quitter leur famille pour pouvoir aller se mettre au service des autres. Parce que c'est douloureux en fait. C'est douloureux. Il y a des gens qui ne voient pas leur famille. Mais il faut que quelqu'un fasse le travail à l'international. À l'ONU, au niveau de la CEDEAO, au niveau de la BCAO, au niveau de l'UEMO, de ces institutions quand même qui font du bien, quand même, hein, qui nous aident. Oui, ces gens qui acceptent de faire des missions dans des zones rurales, qui acceptent de quitter leur famille. Et on leur dit que l'enfant est malade. Il ne peut pas prendre un avion tout de suite pour pouvoir venir. Il peut pas parce qu'ils sont très loin. Et c'est difficile pour un homme, pour une femme de dormir, sachant que son enfant ou son fils est en train de faire une fièvre en fait. Mais c'est ça les grands leaders. Ils acceptent de défendre une cause. Parfois, on pense que c'est à cause de l'argent. Non, ils ne le font pas pour l'argent. Si c'était pour l'argent, ils seraient restés au pays. Non, en fait, c'est lié au premier sacrifice. Très bien. La mission historique. Oui. Accepter, assumer une mission historique. Voilà, si on assume déjà sa mission historique, c'est plus facile pour nous et de continuer même si nous voyons nos siens, les gens autour de nous souffrir. Absolument. Parce que nous savons qu'est-ce que nous visons, nous savons qu'est-ce que nous voulons faire et nous savons qu'est-ce que nous voulons accomplir. Absolument. Oui, donc c'est très très important, c'est comme on l'a dit, c'est très important de connaître d'abord sa mission historique et de l'assumer. L'une des choses qu'on fait au cours du programme Élevé pour Leadership, c'est d'aider les gens à élaborer leur plan de percussion personnelle. Bien sûr. Dont la définition de la mission historique, qui va être en fait ce qui leur permet de savoir quel choix opérer ou non. Waouh! 10e sacrifice, c'est voir les vôtres vous trahir, les gens les plus proches qui vous poignardent. Mais bien sûr, c'est dur. Hein? Parce que si tu veux faire
c'est du leadership. Et si tu es incompris, alors c'est ceux qui sont près de toi qui peuvent te poignarder. Absolument. C'est ceux qui sont autour de toi qui peuvent vraiment adopter une attitude haute et qui vont te décevoir. Absolument. Donc, mais le leader, celui qui va aller très loin, doit pas être étonné. Absolument. Doit pas être surpris. Même s'il a des gens qui sont autour de lui, qui le trahissent, il doit accepter cela. Absolument. Et ce que je m'avais dit, c'est pas conviction personnelle. C'est pas conviction personnelle. Si vous n'êtes pas chrétien, pardonnez-moi. Mais encore une fois, moi j'ai peur de ça. Parce que mon Seigneur Jésus-Christ a été trahi par quelqu'un de plus proche. Quelqu'un qui a été près de lui. Judas l'a trahi. Et quand ça arrive, quand quelqu'un me trahit, quelqu'un proche de moi me trahit, il dit, mais on a fait ça à mon Seigneur. On a fait ça à mon Rédempteur. Et c'est pour me donner une leçon pour dire, il peut arriver que même quelqu'un qui t'a côtoyé tout le temps, qui fait partie des 12 privilégiés, puisse te trahir. Et le leader doit comprendre que ce n'est rien d'extraordinaire. Et ce n'est rien de grave quand il voit qu'il y a quelqu'un de très proche de lui qui le trahit. Parce que ça fait partie des sacrifices que les leaders sont appelés à consentir. Et surtout pour ceux qui sont chrétiens, et ceux qui veulent de la grandeur, qui comprennent que ce n'est pas du tout évident. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous a déjà montré qu'il peut arriver que les gens les plus proches de toi peuvent te pardonner. Mais il faut lui faire le baiser pour dire, est-ce que c'est à travers le baiser que tu veux livrer le Fils de l'homme? Avec beaucoup d'ironie. Bien sûr, avec beaucoup, et c'est ça, c'est le sens de l'ironie, à voir avec beaucoup de philosophie et beaucoup de recul, les situations les plus complexes. C'est ça qui fait la différence dans la grandeur des grands leaders. Absolument. Oui. Ah oui, et là tu parles de trahison. Alors, si on est incompris, si les gens qui sont autour de nous ne nous comprennent pas, c'est plus facile pour eux de nous trahir. Absolument. Mais l'une des scènes extraordinaires que j'ai vues dans le film Alexandre le Grand, c'est qu'à un moment donné, les signes, c'est le lieutenant qui était autour de lui. Comme il n'a pas exécuté, c'était parmi eux pour trahison. C'est comment ça se passait. Ils se sont entendus et ils l'ont pardonné. Parce qu'ils se sont dit, il va finir par nous tuer tous. Et ils se sont dit, si on empoisonne, on peut se partager l'empire. Et c'est pour ça qu'ils sont à partager le grand empire créé par Alexandre le Grand. Parce que c'est les plus proches qui vont nous trahir. C'est pas un problème. Même Lincoln a été trahi par les plus proches. Son assassinat, je ne veux pas dire qu'il est l'assassinat, mais il a été trahi par les plus proches. Un grand de tous les temps, trahi par les plus proches. Et on aurait pu penser que normalement, ce devait être les musulmans, les Pakistanais qui allaient tuer Gandhi. Non, pas du tout. C'est un Indien, hindou extrémiste qui a tué Gandhi. Parce que Gandhi voulait aller négocier avec le Pakistan. Et quand il a voulu aller négocier, le jour où il sortait pour aller négocier, c'est ce jour-là qu'il a été tué par un extrémiste hindou. Ce sont les plus proches de nous, qui en général, qui ne vous comprennent pas, qui n'acceptent pas le choix difficile, qui ne comprennent pas que nous défendons une cause plus grande que nous. Que Gandhi, par exemple, défendait une cause plus grande qu'elle est. Ce sont eux qui viennent nous poignarder. Allez, 11e sacrifice. Laissez vos résultats vous défendre. Absolument. Toujours. Quand vous n'avez pas compris, c'est plus tard, quand vos résultats seront là, les résultats vont prendre votre défense. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart des gens veulent que les résultats le fassent tout de suite. Et ils vont utiliser l'argument pour pouvoir démontrer qu'ils ont raison. Or, les bonnes intentions ne vont pas au tribunal. Jamais, Amand. Tu peux pas jeter de bonnes intentions. Non. Mais j'ai tué. Non, pas du tout. Pour manifester du leadership, il faut des résultats. Des résultats. Il faut produire des résultats. Mais ça ne vient pas tout de suite. Ah non. Il faut avoir la patience. Ah non. Il faut avoir la patience. Et finalement, quand vos résultats seront là, les gens vont dire, ah, c'est maintenant qu'on comprend. Bien sûr. Parce que pour manifester des résultats, il faut créer le relationnel autour de soi. Très bien. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Énormément de temps. Ça prend du temps. Et lorsque, comme on le dit, si la mayonnaise commence à prendre et qu'on commence à voir le résultat, c'est là maintenant qu'on va dire, ah, on n'avait pas compris ce que tu voulais dire. Voilà, exactement. Vous qui nous suivez, si votre épouse ou votre époux ne vous comprend pas, si vos collaborateurs ne vous comprennent pas, si votre communauté ne vous comprend pas, si votre parti ne vous comprend pas, si les gens dans votre entreprise ne vous comprennent pas, c'est pas grave. Si vous êtes sûr d'être en train de vous battre pour une cause juste, qui dépasse ce que la plupart des gens imaginent, une cause plus grande que vous, concentrez-vous. Continuez d'opérer des choix difficiles. Vous allez souffrir, c'est clair. Mais continuez à faire ce que vous savez être bon pour vous.
pour entrer dans l'histoire. Parce qu'au fond de vous, savez qu'est-ce que vous avez à faire. Et ça ne sera jamais facile. Bien sûr. Et c'est pour ça que vous êtes leader. Ah oui. On est leader pour prendre des décisions difficiles. Bien sûr. Parce qu'on a dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Absolument. Alors, donc, il faut laisser vos résultats vous défendre. Absolument. Et quand les résultats sont au rendez-vous, les gens se taisent. Et il dit, ah, maintenant je te comprends. Ah oui, les gens se taisent. Mais ton projet dont tu parles là, mais explique-moi un peu plus, je veux mieux comprendre maintenant. Parce que alors, mais parfois, il y a des clients, vous leur faites des offres et ils n'acceptent pas. Et puis ils ont vu un client à côté qui fait témoignage. Et qui leur parle, dit, ah, tu ne connais pas tel, il dit, mais attends, monsieur Cabo, ben, on vous a plus vu là. Ah oui. Vous parlez du offre. Parce qu'il n'y a que nos résultats qui puissent nous défendre. La parole ne nous défend pas. Ce sont les résultats qui défendent. Et les leaders savent laisser leurs résultats les défendre. Mais le plus dur des sacrifices, Narcisse, le 12e sacrifice. Tu vois partir sans voir les fruits de ces sacrifices. Mais tu sais, pour te dire la vérité, la plupart du temps, c'est comme ça. D'accord. La plupart du temps, c'est comme ça. Parce qu'on peut voir un début, oui, mais pas la totalité, non. Parce qu'on part toujours avant. Parce que en matière de lutte, quand on lutte pas pour soi, on lutte pour les autres. C'est ça. Voilà, c'est dit qu'on essaie de déblayer le chemin pour les gens qui vont venir. On ne prépare le terrain pour la postérité. Bien sûr, parce que moi je me rappelle un peu quand on était toujours à l'université, oui, et quand on était en train de faire les grèves, même si elles sont pas bonnes. Alors donc je disais aux gens autour de moi, je dis bon, ce que nous avons aujourd'hui, nos acquis aujourd'hui, c'est nos grands frères qui avons grévé pour nous. Les grands frères se sont battus pour nous. Oui. Et nous aussi, nous devons nous battre pour nos petits frères. Nous n'allons pas avoir ça parce qu'il ne faut pas nous leurrer en fait. Exactement. On va se battre. Attends, on va se dire, au fond, on s'est battu pour rien. Non, on s'est battu pour des gens parce que des gens se sont battus pour nous. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est des gens qui se sont battus pour que nous ayons ça. Qu'on ait la sécurité, qu'on puisse sortir et traverser la voie et se promener et faire certaines choses. Des gens qui se sont battus. Battus pour la liberté. Bien sûr. Alors il faut qu'on accepte cela. Et si on n'accepte pas cela, on s'est dit qu'on va casser la chaîne en fait. Et c'est ça que Albert Einstein dit, nous faisons partie d'une équipe universelle et intemporelle. Bien sûr, vraiment. Et que ce qu'il est devenu, il comprend que c'est grâce à ceux qui ont travaillé avant, qui ont créé les conditions de comment mettre en place un laboratoire, qui ont créé les conditions de comment faire de la recherche, qui ont créé les théorèmes. C'est grâce à Thalès. Bien sûr, c'est grâce à Newton. Bien sûr, parce que la vie est cumulative. La vie est cumulative et la gouvernance, oui, est une continuité. Bien sûr, et nous faisons des choses aujourd'hui, on ne peut ne pas voir les résultats, mais la postérité pourra bénéficier du résultat. Et ce n'est que de bonne guerre, parce que nous avons bénéficié des résultats, des sacrifices des gens qui étaient là avant nous. Bien sûr. Et la gratitude voudrait que nous puissions continuer le travail. Bien sûr. Et les grands leaders acceptent de se battre pour des causes dont on ne verra pas tout de suite les résultats. Waouh! Et regardez, maintenant, il a donné sa vie pour que les Noirs et les Blancs puissent marcher main dans la main, être ensemble, se battre pour un même pays, pour de mêmes causes. Mais il n'a pas vu ça. Non. Mais ses enfants ont vu, heureusement. Bien sûr. Ses enfants ont vu l'élection d'Obama. Et c'était les stars. Tout le monde voulait les interviews pour dire comment est-ce que vous vous sentez de voir que le rêve de votre grand-père, le rêve de votre père est réalisé. Et c'est ça en fait. Réussir à avoir le courage de travailler pour demain. Préparer le terrain pour la... Parce que le leadership en général, et à la fin de la journée, c'est vraiment donner des leçons à la postérité. C'est pas forcément pour les gens de votre temps. Ah non, parce que c'est comme une maison en fait. Exactement. Ce sont des briques que nous pesons l'une sur l'autre. Exactement. L'une sur l'autre, tout doucement. Et c'est un héritage quotidien. Exactement. Que nous laissons tout doucement. À un moment donné, et quand nous ne serons plus sur le champ de bataille, moi je me rends compte qu'on a laissé un grand immeuble. Ah oui, parce que on ne peut pas du jour au lendemain dire voici ce que je vais léguer aux gens. Non, c'est quotidiennement que nous posons des actes. Pendant les moments de vérité, on pose des actes vraiment qui se différencient de la majorité. Wow. Parce qu'on ne devient pas leader du jour au lendemain, on manifeste du leadership tous les jours. Tous les jours. C'est un processus. Tous les jours. Qui ne finit pas. Si on vit, on manifeste du leadership. Et on doit travailler à être prêt. Bien sûr. Pour gérer les moments de vérité. Bien sûr, maman. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Si vous n'avez pas encore souscrit au programme Élevez votre leadership à Abidjan, c'est dans 2 semaines maintenant. Oui, maman. C'est dans 2 semaines exactement. Donc ça sera 2, 3, 4 et 5 à l'hôtel Pullman, dans les conditions VIP. Hein? Ah oui, maman. Pour les gens qui savent VIP. Dans les conditions VIP. Donc,
soyez au rendez-vous. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez jusqu'au 22 pour bénéficier encore de la promotion à 89 000. Donc, cliquez sur le lien en bas pour pouvoir vous inscrire. Et nos collègues d'Abidjan vont vous contacter et venir vous livrer vos livres. 4 livres. 4 livres. Hein? Et donc, vous livrez vos livres et vous allez commencer par les feuilleter. Et vous aurez accès en ligne aux 21 vidéos sur les petits résultats du leadership. Ça, c'est encore extraordinaire. Et donc, n'attendez pas, cliquez sur le lien. Si vous n'avez pas 89 000 francs, je comprends, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire un dépôt de cautionnement. Vous dites, OK, je veux garantir ma place. Et à la fin du mois, vous complétez encore une fois. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas. Et je vais préciser ceux qui sont à Abidjan et qui tiennent à suivre ce programme. Ben tiens, vous pouvez appelez le 58 45 63 01. 58 45 63 et 01. Et maintenant, déjà, même ceux qui nous suivent à Cotonou, ceux qui nous suivent à Lomé, oui, vous pouvez vous inscrire maintenant. Donc, vous aussi cliquez sur le lien. Vous n'avez qu'à préciser que vous voulez suivre le programme à Lomé et à Cotonou. Et vous bénéficier de la réduction aussi. Donc, rendez-vous au sommet. Et Nassis, on va dire au revoir à nos amis. Oui, on va dire au revoir, mais avant de les dire au revoir, je dis qu'on tient toujours notre promesse. Oui. Satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas content, bien sûr, on vous rembourse intégralement. Il y a des gens qui ont 20 ans, 25 ans d'expérience en leadership, 30 ans d'expérience en leadership, en management des gens, et qui ont dit qu'ils sont venus à cette formation. Et bien, ils auraient aimé suivre ça il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais c'est pas grave. Le bon moment pour monter un c'est il y a 20 ans. Sinon, c'est maintenant. Et si vous ne l'avez pas fait, cliquez sur le lien rouge en bas. Oui, cliquez sur le lien en bas et inscrivez-vous et participez à ce grand moment d'élévation en leadership. Inscrivez-vous massivement. Massivement pour atteindre la grandeur en leadership. Je serai satisfait. Alors, très bien. Allez, merci beaucoup et au plaisir. Merci.